Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi. Tu tapes bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir dans ton navigateur. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Attention, le podcast va changer de nom. Est-ce que tu préfères Épanoui ou Actif-Passif, le podcast qui libère l'intime gay? Je te fais 5 propositions et tu votes pour ta préférée. Direction le site du podcast, bit.ly/comment devenir. Anne-Sophie, coucou, Salut. Bienvenue chez moi à Paris. Merci. Tu es docteure en psychologie, chercheuse et psy. Tu te spécialises sur les hommes gays et queer en cabinet et au sein d'Asso ici à Paris. Alors plusieurs études montrent que les gays, mais en fait tous les LGBT+, qui ont vécu des insultes ou des attaques homophobes, ont plus de risques de développer des comportements addictifs ou dépressifs. Et comme je sais que certains auditeurs sont suspicieux, j'ajoute que ce lien est étudié dans de nombreuses études depuis plus de 20 ans sur des dizaines de milliers de personnes queer dans le monde. Alors moi je vois qu'on est nombreuses à avoir ces comportements addictifs ou dépressifs et parfois sans savoir qu'ils peuvent être le fruit de traumas passés. Or pouvoir creuser cette piste, moi je pense que c'est une clé puissante de réparation. C'est pour ça que je t'ai invité sur le podcast et je te remercie d'être là. Merci à toi. Ensemble on va décortiquer le sujet. Tu vas nous expliquer comment repérer si tout ça est à l'œuvre dans ma vie, comment le trauma fonctionne, et tu vas nous donner des conseils concrets pour réparer. Je te propose d'ailleurs, à moins que tu aies envie de rajouter un petit truc à cette intro, qu'on commence par clarifier de quoi on parle, et si tu peux m'expliquer ce qu'est un trauma homophobe. Alors, je vais surtout t'expliquer ce que c'est un trauma, Okay. parce qu'en soi, l'homophobie peut agit d'ailleurs comme un trauma, si c'est OK pour ça. Ouais. Du coup, un trauma, c'est vraiment une menace venant de l'extérieur qui arrive dans la vie de l'individu et qui met en péril son intégrité physique ou psychique. Ok. Et donc, du coup, face à cette menace, le cerveau, il a plusieurs réponses de manière à mettre la personne en survie pour protéger la personne. Soit le cerveau, il va friser, la personne, elle peut plus réagir. Soit il va chercher à fuir, soit il va chercher à éviter. Ok. En gros. Ok. Oui, vas-y. Non, alors j'ai envie de te demander des exemples concrets de ces menaces. Concrètement, des insultes. Si on ramène à Oui. J'entends que le trauma n'est pas que pour les personnes LGBT+, on est d'accord. Mais si on se focalise là-dessus et qu'on illustre, insultes. Insultes homophobes, Okay. violence physique, tu vois, Les coups. le fait d'être suivi dans la rue. Enfin, on a déjà vu dans les médias des couples gays, par exemple, dans la rue, qui sont tabassés, caillassés. Ça, du coup, c'est un vrai trauma. Là, ce qui se passe, c'est que la personne qui est menaçante, qui attaque ce couple-là, le cerveau, du coup, il se met en mode protection. Ouais. C'est ça que ça laisse une trace. Il y a les violences sexuelles aussi, Ouais. qui concernent beaucoup la communauté LGBT, malheureusement. Et puis après, ça va être tous les autres traumas. Ça peut être les menaces également. Menaces verbales. Menaces verbales, Okay. menaces de mort. En fait, toutes les situations où les personnes LGBT vont se sentir en danger en lien avec en fait leur orientation sexuelle. Ok. Pour moi, c'est assez évident comment une attaque physique peut avoir des impacts sur moi. En termes d'insultes, ça peut quand même être du coup un trauma où après mon cerveau réagit d'une des 3 façons que tu as décrites, c'est ça? Oui. Après, mais pas toutes. Pas toutes, et puis pas forcément toujours au même moment de la vie. On le voit aussi surtout au moment de l'adolescence, quand y a les premiers questionnements sur l'identité, sur l'orientation sexuelle. L'école, c'est quand même un lieu très violent. Ouais. Notamment pour les personnes qui se questionnent, qui sont pas dans la norme, qui se questionnent et qui sont pas forcément dans la norme hétéropatriarcale, hétéronormée. Ouais. Et donc, du coup, les insultes à l'école qu'on peut entendre dans les cours de récréation, ça peut faire trauma. Ok. On va revenir là-dessus, mais je t'ai interrompu, tu étais en train d'expliquer que donc une menace extérieure
un trauma fait que le cerveau, pour protéger, a 3 options. Donc, soit je me freeze, soit ça veut dire quoi? En fait, c'est le cerveau qui réagit plus, le sentiment d'être sidéré, en fait. Sidération. Ouais, okay. C'est de la sidération. Fuite. La fuite. J'essaye justement de fuir la menace pour me mettre en sécurité, ou le combat. Je vais répondre, en fait. Voilà. Ça peut être les 3 réponses en même temps, de manière simultanée. Ça peut être une réponse privilégiée, 2. Ça switch, il n'y a pas de règle, en fait. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de plein de choses. Et alors, du coup, c'est quoi la suite? Comment est-ce qu'un comportement addictif ou dépressif peut venir de ça? En fait, la suite, c'est que le cerveau, une fois qu'il a fait face à cette menace, ça laisse des traces. Ça laisse des traces dans certaines zones cérébrales spécifiques, notamment des zones qui gèrent et les émotions et la mémoire. Donc du coup, ces zones-là, elles sont ce qu'on appelle dérégulées. Elles fonctionnent plus comme avant. C'est-à-dire que la menace, ça crée une rupture. Il y a l'avant, où il n'y a pas eu cette intrusion, et puis il y a l'après. Et quand on est dans l'après, et quand le trauma il a des difficultés à s'intégrer, c'est-à-dire à faire partie du passé, c'est-à-dire qu'un trauma qui n'est pas intégré, c'est cet événement-là du passé qui revient toujours dans le présent. Ce qui fait que ça a des conséquences, des symptômes physiques, somatiques, ou des symptômes psychosociaux. Et c'est de ces symptômes-là que naissent d'éventuels comportements addictifs. En gros, il y a la menace, la personne, elle s'est sentie en danger, elle rentre dans l'après. Pour le coup, maintenant, il faut vivre avec le fait que quelqu'un m'ait menacé ou quelqu'un ait été violent avec moi. Et donc, quand le traumatisme il n'est pas intégré, le cerveau va essayer de vivre avec, de composer, de s'organiser en fait autour de cette menace qui est maintenant présente dans l'esprit. Et donc, pour essayer de cohabiter avec cette menace, le cerveau, souvent, il a l'impression d'être un peu toujours en danger. Il se met en mode hyper-vigilance par défaut, en se disant que peut-être que ça va recommencer, ou si c'est arrivé une fois, ça peut réarriver. Enfin, voilà, il est sur des croyances comme ça, il a des difficultés à digérer en fait, ce qui s'est passé. Et en fait, pour cohabiter avec cette menace qui est finalement toujours un petit peu présente à l'esprit, il y a différents comportements de survie qui se mettent en place, comme la consommation de produits, comme la consommation d'alcool, comme les troubles du comportement alimentaire. On voit aussi une altération de la santé mentale. Il y a plus de situations de dépression, par exemple. Parce que le cerveau, il comprend pas ce qui se passe, il est perturbé, ce qui est normal. Et donc, nécessairement, tous ces comportements-là, c'est à la fois les conséquences de quelque chose de grave qui est arrivé et aussi des comportements de survie pour essayer de vivre avec, de survivre, en fait. Tu m'as expliqué qu'il y avait 3 stratégies que mon cerveau pouvait prendre face à de l'homophobie ou de la transphobie. Est-ce que il y en a... Est-ce que, je ne sais même pas si c'est intéressant comme question, mais est-ce qu'il y a un lien avec les risques que ça devienne un comportement addictif et dépressif après, c'est-à-dire si ma réaction comme ça disponible face au trauma, la menace, hop, je me bats, c'est la 3e. Est-ce que du coup je vais avoir moins de risques? Non. Non. En fait, c'est pas tant la réaction qui va déterminer si la personne elle va développer des comportements addictifs, c'est plus la capacité que la personne va avoir d'intégrer justement l'événement. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre, entre autres, des ressources de la personne, des ressources internes, la capacité d'avoir, par exemple, une bonne vision de soi-même, la capacité de se dire, c'est pas moi le problème, par exemple. Là, ça, c'est une ressource interne, et les ressources externes. Le fait d'en parler à des amis, le fait de pouvoir aller voir un professionnel de santé mentale, un médecin, ou même pour certaines personnes, si ça fait sens d'aller porter plainte. Ça, c'est aussi une ressource, une capacité de trouver de l'aide, en fait. Et donc ça va venir impacter le développement de symptômes addictifs ou d'autres, par ailleurs. Donc c'est vrai que la ressource, elle est centrale dans le trauma. Je trouve ça me parle, moi, à un niveau intime. Je me souviens bien que tandis que je suis harcelée à l'école, quand je rentre à la maison, il y a la loi du silence qui fait que je pense que je me connecte dans mon corps à ce que tu dis, dans le sens où je me souviens qu'il y a le moment du harcèlement ou de l'insulte. Moi, j'ai pas reçu de coups. Il y a le moment qui est dur, mais je trouvais que ce qui était le plus dur, c'est après, au retour
où j'avais pas d'amis, au retour à la maison, j'avais pas d'amis et où la famille, je pouvais pas en parler. Je me l'autorisais pas, hein, mes parents ne me l'interdisaient pas, mais et ça, je me souviens que c'était terrible, avec du coup une sorte de, pas de dissociation, mais du coup j'incarnais un peu un personnage, parce que moi il s'était passé des choses dans la journée, mais au dîner de famille, je n'en disais rien, et je me souviens que ça c'était très brisant. Oui, bah, ça fait partie des situations où effectivement, là, la situation du harcèlement peut devenir traumatique parce qu'il n'y a pas possibilité d'extérioriser ce qui s'est passé. Là, tu décris peut-être une indisponibilité des parents à ce moment-là. On ne se sent pas légitime à en parler. Tu disais, j'ai reçu des insultes, mais pas des coups. Il y a aussi une tendance à hiérarchiser les violences. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ça va, j'ai pas été tapée, j'ai juste été insultée. Mais en fait, l'insulte en soi, elle est grave. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au coup pour que ça fasse trop mal. Souvent, les gens pensent au pire et ont tendance à minimiser leur propre vécu. Du coup, ça crée des croyances de « je suis pas légitime » parce que moi, j'ai pas été violentée physiquement, j'ai juste été insultée. Puis ça arrivait qu'une fois, donc ça va par rapport aux autres, c'est pas si grave. Et en fait, cette minimisation qui est liée à une difficulté de se sentir légitime, dans un contexte où il n'y a pas toujours forcément les ressources pour parler, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être compris, bah, ça crée un isolement, on n'en parle plus, on intériorise. Et en fait, cette intériorisation, ça crée une souffrance. Et du coup, face à cette souffrance, c'est peut-être à ce moment-là, qu'on va mettre en place des comportements pour essayer de la diminuer, cette souffrance. Ouais, moi je me souviens bien que... Alors, je sais jamais ce que c'est l'addiction ou pas. Pardon, excuse-moi. Déjà, je hiérarchise de ouf. Enfin, moi, tout ce que tu as dit, je le vis, quoi. Moi, je me dis un peu, moi, personnellement, Guillaume, moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance. Mais je sens qu'en fait, c'est pas un propos qui me permet de relativiser de façon intelligente, tout en valorisant ce que je suis en train de dire. Hein. Je vois bien que c'est une façon, en fait, de nier. C'est une manière d'éviter. Oui, c'est sûr. Parce que... Et je le sais parce que du coup, ça fait que j'ai pas à me retourner vers ma famille pour dire en fait, il y a eu un problème. Puisque je nie et que je dis, bon, bah voilà, ils étaient quand même assez sympas. Et je sais qu'en ce moment, je suis en train de me retourner vers ma famille pour dire, ah, en fait... de quoi ça me parle vachement. Sur l'addiction... Donc moi, je sais pas trop si j'étais addict ou pas, mais je sens quand même que j'ai une fragilité à cet endroit-là. C'est juste vraiment très subjectif. Je me souviens très bien que adolescent, moi, c'était pas mal la masturbation ou le manger. En fait, je me sentais vraiment repoussé ou fuir ou allégé, genre débrancher mon cerveau. Déconnecté quand vraiment c'était trop dur, quoi. Donc ça me parle de ouf. Bah, la masturbation, on peut plus voir ça comme une activité compulsive qui justement évite de penser. Dans tous les cas, toutes les stratégies mises en place, tous les comportements mis en place à l'issue d'un événement traumatique, c'est pour ne pas penser. Parce que le principe du trauma, c'est le passé qui revient dans le présent. Donc en fait, il est toujours là. Et sauf qu'on n'a pas envie qu'il soit toujours là, on ne sait pas comment faire pour qu'il soit plus là, donc on va se mettre dans des activités qui vont prendre toute la place et éviter de penser à ce qui s'est passé. Ok. Et donc, effectivement, la masturbation, ça peut être un comportement compulsif. Addictif, ça va dépendre. En fait, l'addiction, c'est juste de considérer qu'il y a une envie irrépressible de consommer soit une substance ou de pratiquer quelque chose. Par exemple, ça peut être la masturbation, effectivement, ça peut être les jeux de hasard et d'argent aussi, par exemple. Enfin, voilà, c'est vraiment l'envie irrépressible de consommer. On ne peut pas s'en empêcher. Ce qu'on appelle finalement le craving, cette espèce de force irrépressible de « il faut que je consomme ». Ouais. Et moi, je me pose pas la question de l'addiction. Enfin, c'est pas une question qui m'intéresse là quand je regarde le passé. Mais plus, je fais bien la différence entre des masturbations de vie sexuelle où genre j'ai envie de me masturber parce que j'ai envie d'avoir une vie sexuelle versus des moments où je cherche juste n'importe quoi pour que ça s'arrête dans ma tête, tu vois. Oui, c'est des comportements plutôt ce qu'on appelle l'évitement réactionnel. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a la pensée négative qui est là. Ça peut être le souvenir du trauma, ça peut être un flash, ça peut être des ruminations. Donc, je vais vouloir éviter à tout prix que ça arrive et mettre en place un comportement
qui est en soi même pas questionné en fait. On se pose même pas la question de s'il est bon ou pas pour moi, il est juste bon à supprimer la pensée désagréable. Pourquoi est-ce qu'on décortique tout ça ? Parce que moi, comme je l'ai dit en intro, mais du coup les gens peuvent se demander, moi là ce qui m'intéresse c'est de donner des ressources et des inspirations pour les auditeuristes pour qu'ils se disent « Ah tiens, ça me parle !» et peut-être petit à petit voir identifier s'il y a des pistes de trauma et leur lien avec le présent des auditeuristes. Tu vois, si aujourd'hui les auditeuristes sentent des épisodes dépressifs et ou addictifs, le fait de se poser toutes ces questions peut être quand même, je trouve, un sacré chouette matériel pour aider à la santé mentale. Après, ça nécessite peut-être thérapie ou d'autres trucs, mais je trouve que c'est un peu là ce qu'on essaye de faire. La deuxième chose que je note, c'est que c'est bien entendu pas automatique. Bien entendu, c'est pas... Dès que je suis insulté, immédiatement, il n'y a pas de lien de causalité. Insulte égale immédiatement, trauma égale immédiatement dépression. C'est vraiment pas ça qu'on est en train de dire. C'est possible. Et c'est prouvé par de nombreuses études psy. Toi qui es docteur en psy, Anne-Sophie, je n'ai pas dit ton nom de famille. Anne-Sophie Petit. C'est nul. Ça fait genre Anne-Sophie. Non, excuse-moi, j'ai erreur d'intro. Non, mais tu vois, je trouve que c'est important de dire que ça fait longtemps que c'est étudié par des gens compétents qui font des thèses. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, les études le montrent, qu'il y a un lien, donc effectivement pas de causalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un événement A va nécessairement entraîner le comportement B, par exemple l'addiction. Par contre, il y a plutôt une corrélation, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui peut se faire entre effectivement une insulte homophobe, par exemple, avec un éventuel développement d'un comportement addictif, quel qu'il soit finalement. J'ai envie de creuser. Donc, on disait tout à l'heure, le terreau qui fait que l'insulte ou l'attaque peut devenir, que l'homophobie peut bousiller mon cerveau qui, me fait prendre un comportement addictif ou dépressif pour tenter de vivre et survivre avec tout ça. On a dit que dans ce terreau, ce qui est très impactant, c'est les ressources internes et les ressources externes. C'est ça qui fait un terreau plus ou moins vulnérable. Ressources internes, on est en train de dire estime de moi, et donc je suis entouré par qui ? Est-ce que je suis très isolé et seul ? Est-ce que je peux partager, parler, ça, on digérer ? est plus sur l'externe. Ah pardon, c'est ça que j'allais te demander, c'est quoi la différence s'il te plaît ? Externe, ça va être toutes mes ressources à l'extérieur de moi, mes amis, ma famille, le travail, le fait d'avoir d'être inséré socialement, de gagner de l'argent. Donc, qui dit gagner, par exemple, gagner de l'argent dit possibilité d'aller consulter, par exemple, ou de partir en voyage pour s'aérer l'esprit. Ça va être des choses comme ça. Tout ça, c'est de la ressource externe. Et la ressource interne, c'est davantage la perception qu'on a de soi, donc l'estime de soi, la capacité d'identifier sa valeur, d'identifier ses qualités, la capacité à être fier de soi, la capacité à se reconnaître, en fait, en tant que personne fonctionnelle ayant une valeur. Ce qui n'est pas forcément le cas chez tout le monde. C'est intéressant parce que justement, nous, les queers, on grandit dans une société qui attaque énormément de nos ressources internes, puisque ça dépend peut-être de nos générations et tout, mais il y a beaucoup d'auditeuristes, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant. Donc, on est même plus vulnérable par ça. On est d'accord, du coup, c'est pas automatique. C'est-à-dire le trauma, tu vois, ça devient pas directement comme ça, mais est-ce que il y a des... Ça dépend quel trauma. Ok. L'insulte peut-être pas, après j'ai pas envie de faire de généralité et dire des bêtises, mais souvent l'insulte, en fait, ce qui se passe, c'est pas une insulte, c'est la combinaison de plusieurs situations d'insultes, de brimades, qui du coup deviennent du harcèlement. De toute façon, quand c'est répété, ça devient du harcèlement. C'est le cumul qui devient trauma, qui peut faire trauma. Après, encore une fois, ça va dépendre des personnes. Pour certaines, ça va tout de suite être perçu comme quelque chose d'ultra menaçant et entraîner rapidement la mise en place de différents symptômes. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus long. Il y en a certains qui vont... Le trauma impactant la mémoire, qui vont plus être vraiment sûrs que ce soit vraiment arrivé, de certains qui peuvent développer des amnésies traumatiques aussi parce que c'est tellement violent et tellement dur à entendre. Disons qu'il y a plein de situations. Après, la situation où ça fait trauma tout de suite, on va dire, c'est la violence sexuelle. Pour le coup, toutes les agressions sexuelles, les viols...
c'est même les séquestrations, enfin voilà, de nature sexuelle ou non, mais en tout cas tous ces traumas de cette nature-là, là pour le coup l'impact il est assez massif rapidement. Ok. Ok, merci. On va après aborder les axes de solution, justement une fois que on met en mots tout ça, qu'est-ce que j'en fais. Mais comme tu as parlé d'amnésie, j'avais envie de sauter sur la question de Léo de Paris, qui dit d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai pas vécu d'homophobie violente, seulement des insultes, style PD à la récréation. Donc c'est marrant, c'est un peu... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que mettre ensemble, il n'y a pas d'homophobie violente. Si, l'homophobie en soi, elle est violente. Ouais, bien sûr. Donc quelle que soit la forme que prend l'homophobie, ça reste une violence. Donc là, Léo, pour le coup, il minimise, comme on disait tout à l'heure, dans un réflexe de survie aussi. De se dire, bien sûr. De tentative de relativiser en se disant, vu que moi, j'ai pas eu de coups, j'ai eu que des insultes, ça va. Non, en fait, ça va pas. Enfin, disons que c'est pas OK d'être insulté parce que... on a une orientation sexuelle hors de la norme, quoi. Ouais, et je dirais même si je suis stratégique, plus en tant que queer je nie quelque chose qui m'a blessé, et plus en fait je me déconnecte de la possibilité de réparer l'impact que ça a eu aujourd'hui. C'est pour ça que l'idée est pas... parce qu'il y a parfois des gens dans mes commentaires qui font « Ouais, vous voulez toujours vous victimiser. » Moi bon, oui, je te vois froncer les sourcils. On est d'accord que ce commentaire est problématique à plein d'endroits. Mais moi, la puissance que j'ai envie de donner avec notre épisode, là, c'est de dire... Bah oui, en effet, si ça s'est digéré en toi, si tu as les ressources qui fait que l'insulte, voilà, tu sens pas aujourd'hui de détresse, c'est complètement OK. En revanche, s'il y a de la détresse aujourd'hui et que d'une manière, quand même, tu sens par intuition que ces insultes, même si tu as passé beaucoup de temps à dire « Oh, c'est pas si pire », si tu sens qu'il y a quand même peut-être quelque chose de grattant à cet endroit, alors le futur de ta réparation, elle est peut-être à cet endroit. C'est pour ça qu'on met tout ça en mots. T'es d'accord ? Oui, complètement. De toute façon, minimiser, c'est une manière de lutter aussi. C'est de se dire, OK, ça n'existe pas, ou alors ça existe peu en comparaison avec ce que moi j'estime plus grave. Donc c'est de la lutte. Donc à partir du moment où il y a lutte, c'est qu'il y a quelque chose. On lutte pas pour rien. Alors, j'ai pas lu la question de Léo, mais on est en train d'y répondre, pardon. Donc, il disait, voilà, j'ai pas vécu d'homophobie violente, seulement des insultes, style PD à la récréation. On vient de lui dire des choses importantes. Et il pose la question, cela peut-il influer sur mon cerveau ? La réponse est oui. Se pourrait-il que celui-ci ait diminué l'impact ou même mes souvenirs de ces agressions verbales ? Oui, absolument. Parce que pour le coup, ce qu'on avait commencé à dire un petit peu tout à l'heure, le trauma, il impacte des zones cérébrales qui ont une fonction de base de réguler les émotions et de mémoire. Et quand il y a le trauma, donc quand il y a la menace, avec les différentes stratégies qu'on a vues tout à l'heure, la sidération, la fuite ou le combat, en fait, le cerveau, il se met davantage en mode survie. Il cherche à ce que la personne, elle continue à survivre. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas le temps de réguler les émotions et il n'a pas le temps de se souvenir. C'est comme si, finalement, on prenait une photo floue du moment, ou alors que c'était une photo à trous. C'est pour ça que ça explique dans certaines situations des questionnements de est-ce que c'est vraiment arrivé, ou des victimes qui ont du mal à se souvenir soit le lieu, ce qui a été dit, etc. Parce que du coup, le cerveau, il est tellement occupé à survivre qu'il a plus le temps d'avoir ses fonctions de mémoire et de régulation des émotions. Donc ça peut s'expliquer comme ça. Ouais. C'est vachement important, je trouve, parce que on le voit dans le travail de la justice, mais du coup, on minimise les propos de la personne parce qu'on se dit « Ah, mais c'est pas clair, t'as l'air de pas te souvenir », donc ça enlève la crédibilité, alors que non, c'est ça que... Il y a certaines victimes qui vont au contraire être sur une hypermnésie, pour le coup, parce que là, le cerveau, il est en mode, c'est une manière de combattre, se dire « Ok, pour survivre, il faut que je me rappelle de tout ». Et là, du coup, on tombe sur une forme d'hypermnésie du moment, ce qui peut arriver, mais ce qui n'est pas forcément très, très courant. Mais par contre, attendre plutôt d'une victime qu'elle se souvienne de tout, c'est une erreur. C'est pas possible. Parce qu'en soi, c'est un mécanisme qui est neuro. C'est purement automatique. C'est pas la personne qui ne veut pas. C'est le cerveau qui ne peut pas faire son travail à ce moment-là. Est-ce que tu as des conseils, s'il te plaît, Anne-Sophie, pour repérer si mon sentiment
ma dépression, soit elle a été diagnostiquée, ou bien mes coups de mou, ou bien mes addictions, soit autodiagnostiquées, soit diagnostiquées. Est-ce qu'il y a des façons pour moi de voir si ça peut être en lien avec des insultes ou des attaques homophobes ou transphobes que j'ai vécues dans le passé ? Oui, alors de toute façon, que ce soit insultes, attaques homophobes ou transphobes ou trauma en général pour les communautés LGBT, ça va être le fait de ruminer. C'est quelque chose qui revient, d'avoir des flashs, par exemple, de l'insulte ou de l'événement. Les cauchemars aussi, par exemple. La question, le fait de le dire ou de pas le dire, soit on va être sur une indicibilité totale, je veux pas du tout en parler, comme ça n'existe pas, ou au contraire, j'en parle à qui veut bien m'entendre. Donc il n'y a pas de régulation qui se fait au moment de la disabilité. Voilà, ça va être des indices comme ça, et surtout de repérer si je sens que cet événement passé, c'est toujours un peu là. En général, on le sait que c'est toujours un peu là. C'est comme la sensation d'un caillou dans sa chaussure. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc c'est vraiment se poser sur cette sensation-là de j'ai le sentiment que mon passé, il est toujours un peu là. Et troisième point, il y a ce qu'on appelle des déclencheurs, c'est-à-dire qu'un trauma, donc ça on l'a dit tout à l'heure, c'est le passé qui revient dans le présent. Ça veut dire que le passé, il peut popper à des moments, pas forcément de manière aléatoire, mais parce qu'il y a des choses qui viennent redéclencher le fait que hop, le passé, il revienne. Ça peut être des lieux. Par exemple, si je repasse devant l'école où j'ai été insultée ou dans la rue où j'ai été insultée, il se peut que là, le cerveau, il ait l'impression que ça va se repasser. Là, c'est vraiment le passé qui revient de ça va revenir, je vais me refaire insulter, je vais me refaire taper dessus. Ça peut être des personnes, quelqu'un qui va ressembler à l'agresseur, par exemple, ou qui a le même prénom. Pareil, ça peut être des flashs qui remontent, des ruminations, des sentiments d'angoisse, d'oppression, des troubles du sommeil. Des dates aussi qui viennent redéclencher tout l'instant en fait traumatique, tout ce passé-là qui n'est pas intégré, ça va être redéclenché. Donc d'identifier les déclencheurs. Qu'est-ce qui fait que là maintenant je ressens de l'angoisse alors qu'il y a 2 heures ça allait bien. Peut-être qu'il y a eu un déclencheur qui fait que j'ai l'impression de revivre une situation passée. L'intérêt pour moi de tout ce que tu racontes et de tout ce que montrent les études, que quand on est LGBT+, on a plus de risques parce que attaque homophobe, transphobe, biphobe, attaque, insulte, de développer, d'avoir du trauma qu'on digère pas, qu'on peut pas digérer, et hop, qui se transforme en comportement addictif, dépressif. Je te regarde pour être sûr que je loupe pas une étape. Non, les études, elles sont très claires. Ça montre qu'il y a, chez les publics LGBTQIA+, il y a plus de risques, par exemple. Combien ? Je crois que c'est 25% de plus de risques de subir une violence dans l'espace public qu'un homme hétéro, par exemple. Ok. Et moi, je rappelais ça pour dire, donc c'est pas automatique, c'est pas genre. Ma question c'était comment je repère si en fait c'est un truc que je devrais creuser. Donc là, t'as donné une série d'indices. On rappelle que c'est pas automatique. Donc là, c'est vraiment des pistes. Et puis après, en fait, dans le cheminement pour comprendre ce que nos symptômes veulent dire, on pourra certainement découvrir d'autres choses qui ont besoin de soins, quoi. Donc là, je prends avec cet épisode une focale, mais au final, toi, tu me parlais, et on en parlera un peu plus tard, de prendre le patient ou la personne comme une personne dans toute son intégralité, quoi. C'est pas juste globale. Approche globale. Ouais. Oui, on n'est pas juste, je suis pas juste gay, quoi. T'es pas juste gay, t'es pas juste victime de harcèlement ou d'insultes ou de tout ce que tu veux. T'es une personne, en fait, qui a subi des choses inacceptables. Et donc, l'idée, c'est de traiter en globalité ces choses inacceptables et d'envisager les ressources de manière globale, d'envisager ton positionnement social de manière globale et pas uniquement sous le prisme de l'orientation sexuelle ou de l'identité de sexe ou de genre. Sauf si ça fait sens. Mais Quand on a préparé cet entretien, tu m'avais dit que tu avais envie d'envoyer un petit message à tes collègues, un petit coucou à tes collègues santé mentale, de dire, c'est à la fois, dis-moi, mais si j'ai bien compris, c'est à la fois important que ces spécificités soient bien comprises et bien investiguées dans le lien thérapeutique, et à la fois qu'elles ne limitent pas l'exploration. Exactement, tu as tout à fait résumé. Je pense que c'est hyper important de prendre en compte, comme tu dis, ces spécificités, parce que la souffrance n'est pas la même.
Et donc, faut accueillir de manière, en tout cas pour moi, individualiser la souffrance et au regard d'un positionnement intra-individuel entre soi et soi-même, entre soi et les autres, et de manière son positionnement aussi social, voire un positionnement politique. Mais on ne peut pas réduire uniquement, en tout cas à mon sens, une prise en charge uniquement sous le prisme de l'orientation sexuelle. Je vais arrêter là le premier épisode, parce que là je vois plein d'autres questions. En tout cas, j'ai hâte d'être au deuxième épisode, notre deuxième partie. Mais on va s'arrêter là pour le premier. Je rappelle plusieurs choses essentielles. Premièrement, si là des gens se disent « Ah ben moi j'aimerais bien », des auditeuristes se disent « J'aimerais bien consulter », on a un annuaire des psys et des médecins gay, queer friendly, recommandé par les auditeuristes. En vrai, j'en fais la pub, je crois, en intro ou en conclusion de chaque épisode. Il faut aller sur le site du podcast et c'est des auditeuristes elles-mêmes queer qui ont consulté, qui ont dit « Ah, moi j'aime bien cette personne », donc c'est très subjectif. Mais du coup, ça fait un annuaire subjectif, les gens peuvent aller piocher là-dedans. Mais moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui se disent « Mais docteur Anne-Sophie Petit, mais genre, où est-elle ? Où est ce cabinet ?» Tu m'as dit que c'était OK de partager un email pro, même si tu ne peux pas peut-être accueillir tout le monde. C'est as, comme Anne-Sophie, .psychoconseil, tout accroché sans S, @gmail.com. Mais aussi, tu interviens régulièrement dans une super asso qui s'appelle le Spot, à Paris en tout cas, pour les 20% d'auditeuristes qui sont parisiennes. Mais donc là, il y a la majorité qui se disent je m'en tape. Ah, mais... le Spot existe aussi merci. À Montpellier, je crois. Et Marseille. Ouais, il y a différentes villes en France métropolitaine, on peut le souligner. Moi, si j'ai envie de faire une consultation à distance avec toi, c'est possible ou pas ? Oui. Ok, donc tant mieux. Et donc, je t'envoie un email. Le Spot, toi, tu y fais, en tout cas là, au moment de l'enregistrement, nous sommes en février 2025. Merci. Parfois, tu animes des groupes de parole, on va en parler dans le prochain épisode, mais dans justement comment je répare... le groupe de parole peut être une idée, tout comme la thérapie individuelle, tout comme d'autres trucs dont on va parler. Et enfin, moi j'ai 2 épisodes à conseiller aux auditeuristes s'ils ne les avaient pas déjà écoutés, sur le stress minoritaire, parce que c'est quand même dans le même mais je perds mes mots, dans le même champ. Épisode 1, des blocages en amour ou sexe, point d'interrogation. Ne sous-estime pas cette clé psychologique. Ce titre me fait toujours un peu rire, j'ai pas trouvé mieux. En gros, c'est un super interview avec David Friboulet, qui est un psy spécialisé, justement, qui explique le stress minoritaire, comment ça fonctionne, comment ça peut nous impacter quand on est LGBT+, et surtout, une fois qu'on l'a visibilisé, comment s'en sortir. Il faut remonter dans la page du podcast. Alors c'est le bordel pour retrouver des anciens épisodes, mais il faut s'accrocher, c'est pas si compliqué que ça. Tu remontes au 24 octobre 2024. C'est l'épisode publié à ce moment-là. Et il y a la deuxième partie qui s'intitule « Stress minoritaire, les secrets d'un psy gay pour se débloquer intimement ». Et c'est publié le 27 octobre 2024. Anne-Sophie, rendez-vous dans quelques jours pour la partie 2. Ça te va ? Parfait. Merci. Merci à toi. Je dois te parler d'un projet un peu fou. Je veux partir sur les routes de France et du monde entier pour des rencontres et des enregistrements live, j'arrive même pas à le dire, des enregistrements live près de chez toi dès cet été jusqu'à la fin 2025. Oui, une sorte de tournée internationale. Tu le sais peut-être, je vis à Paris, mais moi quand je regarde mes stats d'écoute, vous êtes 80% à vivre hors de Paris, partout en France, en Suisse, au Québec, en Belgique, en Afrique francophone et partout dans le monde. Moi j'ai envie qu'on se rencontre, alors je peux pas vous demander de tous venir à Paris, soit, donc je viens à vous. Mais voilà, tu le sais, je suis solo dans cette aventure. Le podcast n'est pas encore à l'équilibre financier, donc je viendrai là où je trouve quelques auditeuristes qui peuvent m'aider à organiser et ou à m'héberger. Si tu es partant, tu vas sur le site du podcast, j'ai mis un petit formulaire que tu me remplis. Petit PS, est-ce qu'il y a des Québécois là qui m'écoutent ? Rapprochez-vous. Alors faut pas le dire aux autres auditeuristes. Faudrait pas que ça les vexe, mais en vrai, vous êtes un peu mes préférés parce que j'ai l'espoir de commencer cette tournée au Québec cet été. Alors contactez-moi.
Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créatrices de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.